8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Protégés de Jorge Vilda qui défendront à domicile les couleurs nationales avec 4 points en 2 matchs et une rigueur défensive au bout des crampons. Puis nous irons piquer une tête à Martil. Comme chaque été, la station balnéaire du Nord ne désemplit pas. Les plagistes ont droit cette année à une toute nouvelle structure aquatique. Coup de projecteur ce soir sur le nouvel aquapark flottant. Fraîcheur et sensation porte garantie. Puis plongée, cette fois-ci au cœur de l'île de Noor Iken, celle d'une adolescence tendre et douloureuse. Pour son deuxième ouvrage, Nous étions une île, la romancière Noor Iken dépeint avec justesse des fragments du passé faits de fragilité, d'insouciance et d'une bonne dose d'humour. Des éclats de mémoire d'une adolescence des années 80 qui se dévoilent au fil des pages. Noor Iken est avec nous pour nous en parler. Elle est l'invitée de l'Escale culturelle. Bonsoir, Cannes féminine, les Lions de l'Atlas s'apprêtent à rugir ce soir avec 4 points au compteur, un nul précieux face à la Zambie et une victoire convaincante face à la RDC. Le Maroc joue désormais sa qualification face au Sénégal. Dernière ligne droite avant les quarts de finale avec un seul mot d'ordre, rigueur défensive. À quelques heures d'un match décisif, les joueuses de Jorge Vilda peaufinent les derniers réglages. Sophia Fegrout. Ce soir, c'est un duel de lionnes qui s'annonce rugissant. Celle de l'Atlas qui croise les griffes avec celle de la Teranga. Lors de ce 3e et dernier match de la phase de groupe, l'enjeu est de taille pour les deux formations. Une victoire aujourd'hui ouvrirait la voie vers une qualification confortable pour les phases finales. Le Maroc partage actuellement la tête du groupe A avec la Zambie, fort de son match nul, inaugural face aux Zambiennes, 2 buts partout, et sa victoire probante contre la RDC 4-2. Sous la houlette du coach Jorge Vilda, l'équipe a su affirmer son identité de jeu combative, collective et résolument offensive. Nous préparons le match en nous basant sur les références que nous avons du passé. En octobre, nous avons affronté cette équipe du Sénégal. C'est une équipe qui a progressé, qui est mieux organisée, qui compte de nouvelles joueuses. Et elle l'a démontré lors de ses 2 premiers matchs. D'abord contre le Congo, elle a été capable de marquer 4 buts et aurait pu en inscrire davantage. Puis contre la Zambie, à qui elle a posé beaucoup de difficultés. Les Lions de l'Atlas abordent ce duel avec confiance, portés par une dynamique positive et une préparation rigoureuse. Face à elles, les Lions de la Teranga ne comptent pas faire dans la figuration. Elles occupent la 3e place avec 3 points, après un brillant démarrage contre la RDC 4-0, suivi d'une défaite amère contre la Zambie 3-2. Redoutables en contre-attaque, les Sénégalaises savent surprendre. Et leur solide défense donne du fil à retordre. Je pense que ce sera un duel de haut niveau. Je crois aussi que dans notre groupe, tous les matchs ont été difficiles à remporter. Il est clair qu'il y a des points à améliorer dans toutes les lignes, mais nous avons un grand potentiel et nous allons essayer d'en tirer le meilleur parti dans ce dernier match pour obtenir la victoire, la qualification et la première place du groupe. Portée par l'expérience de sa capitaine emblématique Rizlan Shipek, l'équipe marocaine aborde donc ce soir le match avec assurance. Une rencontre sous haute tension qui promet intensité, engagement et spectacle. Coup d'envoi, 20h dans un stade prêt à vibrer. Bonne chance à nos Lions de l'Atlas et cap maintenant sur Martil où l'été s'annonce rafraîchissant. Un aquapark flottant a été mis en place pour permettre aux estivants de profiter des loisirs de l'été. Toboggan géant, murs d'escalade ou encore terrain de football, tous les jeux se tiennent sur la Grande Bleue. C'est un reportage de Fna Chakr Alaoui, Abdelali Gnouni, Mohamed Jabri et Sophia Fegrout. Ce monstre marin
a perdu de son aura menaçante, ballottée par les vagues. Bienvenue dans cet aquapark flottant sur la plage de Martil. Une structure gonflable géante posée directement sur la mer, comme un terrain de jeu XXL pour petits et grands. L'été prend ici des airs d'aventure aquatique. Nous sommes venus de Rabat pour nous amuser à Martil. Nous allons essayer les loisirs comme celui-ci et passer de bons moments. C'est ma première fois à Martil et c'est vraiment bien de jouer avec mon papa et ma sœur. Nous sommes venus d'Italie. Nous sommes arrivés juste hier et nous voilà déjà ici. Nous aimons beaucoup. Toboggan géant, trampoline pour les plus téméraires, mur d'escalade et pourquoi pas, le plaisir rare d'un match de football en pleine mer. Tout est fait pour sauter, grimper, tomber et surtout s'amuser. Et ici, l'on a même pensé à une façon rafraîchissante de redécouvrir le Maroc. Cet espace a été conçu sous la forme de la carte du Maroc. Derrière moi se trouve les Gouira et les visiteurs vont parcourir en jouant tout le royaume jusqu'à ce qu'ils arrivent au nord, à Martil. Les gens viennent entre amis ou en famille pour s'amuser. Cet été, la mer se transforme en aire de jeu flottant, un parc gonflé à blocs où l'enfance refait surface. Actualité au Proche-Orient, les désaccords persistent quant à un cessez-le-feu à Gaza, pendant que les pourparlers se poursuivent à Doha par le biais des médiateurs Qatar, États-Unis, Égypte. L'armée israélienne poursuit son offensive dans la bande palestinienne où plus de 20 personnes ont été tuées dans de nouvelles frappes. L'armée israélienne a indiqué avoir frappé, je cite, environ 250 cibles terroristes, et ce au cours des dernières 48 heures autour de ce territoire de plus de 2 millions d'habitants assiégés depuis 21 mois. Meurtri par plus d'une décennie de guerre qui a ravagé son économie et ses infrastructures, la Syrie est confrontée voilà une dizaine de jours à un sinistre climatique intense. Des feux de forêt géants font rage dans la province côtière de Latakia. Quelques 100 km² de zones boisées sont partis en fumée. C'est l'équivalent de 3% de la couverture forestière totale en Syrie. Le pays lance un appel à l'aide. Les Nations Unies viennent de débloquer une aide de $625 000 pour soutenir les efforts de réponse d'urgence. Un nouveau financement qui devra permettre aux partenaires humanitaires, en particulier le Croissant Rouge arabe syrien, de fournir une aide d'urgence à des milliers de personnes touchées et déplacées par les incendies. Outre front de violence, l'Ukraine vit une nouvelle nuit sous les bombes. Plusieurs villes ont été la cible d'attaques russes hier. Plus de 620 drones et missiles ont été lancés, notamment sur l'ouest du pays, faisant au moins 4 morts et de nombreux blessés. Moscou bat chaque semaine des records de nombre d'engins tirés fournis par une industrie de défense qui tourne à plein régime. Côté russe, un drone ukrainien a provoqué un incendie dans le complexe sportif Belgorod Arena. Les négociations en vue d'une issue diplomatique au conflit sont dans l'impasse. C'était il y a un mois, jour pour jour. Rappelez-vous, le crash du Boeing d'Air India qui a coûté la vie à 260 personnes à Ahmedabad. Ce drame révèle aujourd'hui ses premières coulisses. Panne moteur, confusion dans le cockpit, puis chute fatale. Les premiers éléments de l'enquête lèvent le voile sur un enchaînement tragique. L'alimentation en kérosène de l'avion se serait coupée juste après son décollage. Les interrupteurs d'alimentation de 2 réacteurs se seraient presque simultanément mis en position arrêt. C'est ce que dévoile le rapport préliminaire du Bureau indien d'enquête sur les accidents aériens. Retour chez nous avec, comme tous les samedis, votre rendez-vous hebdomadaire, l'escale culturelle. Ce soir, nous avons choisi de la consacrer à une autrice qui interroge le temps. Après le succès de sa première fiction, Le Premier été, la romancière signe un 2e tome à fleur de peau qu'elle a bien voulu baptiser « Nous étions une île ». Un ouvrage empreint de mélancolie et de lumière où l'intime rejoint le collectif et où l'innocence se heurte doucement au
contours flous de la période critique de l'adolescence. Un récit générationnel qui parle à tous. Petit avant-goût avec Nisra El Hamdaoui, Asma Tazi et Youssef Mziani. L'adolescence, cet âge de la vie qui pointe le bout de son nez après l'enfance et qui s'étend jusqu'à l'âge adulte. Cette période charnière dans la vie de chaque individu a longtemps fasciné de nombreux auteurs de la littérature, au point de les pousser à en faire de grands romans. Il semble que cette thématique leur donne matière à réfléchir et à tisser des histoires, souvent inspirées de leur propre adolescence, rythmées de tous les paradoxes qui malmènent la vie d'un jeune adulte en devenir. Nouriken marche aujourd'hui sur les pas de ses prédécesseurs. Elle s'empare de ce sujet universel à la manière d'un ado qui tente de s'approprier sa liberté et de crier son besoin de s'affirmer. Son dernier roman, elle le baptise « Nous étions une île », comme pour décrire cet état d'isolement dans lequel se murent la majorité des adolescents, en mal de construire des ponts pour communiquer. D'emblée, au premier chapitre, Nouriken nous plonge dans les méandres de cette période critique qu'est l'adolescence. Nous sommes au Maroc dans les années 80, une époque en pleine mutation et où la jeunesse cherche à se frayer son propre chemin, portée par un besoin de devenir soi, loin des injonctions de la société. Sur les sentiers de l'affranchissement des codes sociaux, les protagonistes de cette fiction exploreront la solitude intérieure pour mieux exprimer leur identité. Nous étions une île offre au lecteur un chassé-croisé d'émotions contradictoires, à l'image de la période d'adolescence avec ses hauts et ses bas, ses illusions et ses désillusions. Le roman est le prolongement du souffle de la première fiction de Nouriken, Le premier été, qui fixe les vertiges d'une génération cherchant à s'accomplir sans restriction aucune. Nouriken est, semble-t-il, habité par la riche thématique de l'adolescence, un âge entre deux rives, une période parsemée d'ombres qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Et Nouriken est l'invité de l'escale culturelle de ce samedi. Nouriken, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est gentil de m'avoir invité. Alors, écrire un roman sur l'adolescence, ce n'est pas une chose facile car il n'existe pas une, mais des adolescences. Cela dépend de la culture, de l'éducation, des valeurs de chacun. Quel profil avez-vous tenté de dessiner à l'adolescent marocain ? Effectivement, il y a plusieurs adolescences, mais toutes ces adolescences ont un point commun, y compris l'adolescence marocaine, cette sensation de solitude, de notion de ne pas être incompris, d'avoir du mal à exprimer ses sentiments, ses émotions, le retrait aussi vis-à-vis de son entourage. Et puis une introspection continuelle qu'ont les adolescents à cet âge-là. Alors pourquoi avez-vous choisi de situer vos personnages dans la période des années 80 ? En quoi il est si particulier ? Alors c'est pas seulement les années 80, c'est les années 80 et 90. Parce que pour moi c'est une période charnière. C'est un passage entre le monde d'avant, qui était sans virtuel, et le monde de nos jours. Et à travers les deux romans, je voulais montrer une période où l'absence de virtualité donnait toute son importance à la chaleur des relations humaines et à la réalité. Tout à fait. Le titre de votre roman est tout aussi intéressant à analyser. Nous étions une île. C'est une manière pour vous de souligner justement cet isolement que vit l'adolescent, un être qui a du mal à bâtir des ponts, à communiquer et à être compris finalement. Oui, tout à fait. Les jeunes à cet âge-là, je pense, sont dans une sorte de zone floue, un entre-deux où l'être est en construction et ils sont constamment en train de se chercher. Et cet isolement, ils se cachent dans cet isolement, mais c'est peut-être aussi pour se découvrir, pour peut-être petit à petit former l'adulte qu'ils vont devenir.
Tout à fait. Alors votre roman se décline sous forme de chapitres courts avec le dialogue qui prend, disons, beaucoup trop de place au détriment de la narration descriptive. Pourquoi avez-vous opté pour cette approche? Déjà, les deux procédés sont volontaires. Les chapitres courts, parce que pour moi, c'est une façon d'évoquer le passé. C'est comme des souvenirs qui arrivent, voilà, et que je partage avec le lecteur. Et les dialogues, c'est vrai, l'importance des dialogues est due au fait que c'est adressé à un lectorat jeune, parce que ça donne un dynamisme visuel, un peu comme les films ou les séries télé, et ça permet d'attirer l'attention et de les encourager à lire. Vous retranscrivez justement dans ces dialogues certaines scènes cocasses qui donnent un aspect un petit peu farfelu à votre récit. Il faut avoir un vrai sens de l'humour pour réussir ces passages. Est-ce que vous êtes drôle de nature dans la vie? Je ne sais pas, il faudrait que je demande à mes proches, mais c'est vrai que ma façon d'écrire reflète ma façon de percevoir le monde. Et l'humour, même parfois un peu teinté d'ironie, permet d'alléger l'atmosphère lorsque l'émotion est trop lourde ou lorsqu'elle est trop grave. Et puis elle permet aussi de prendre de la distance par rapport à certaines situations. Alors, Nous étions une île constitue le prolongement de votre tout premier roman, Le Premier Été. Est-ce que cette fiction avait besoin d'une suite pour vous engager dans un tome 2 où il est question justement vous avez fait un autre choix, celui de carrément changer de registre ou de raconter une autre histoire avec d'autres personnages? Non, c'est vraiment la suite du Premier Été. Et en fait, c'est parce que la suite s'est imposée naturellement. Tanina, le personnage principal, avait encore des choses à raconter, elle avait encore des souvenirs à partager, et surtout, elle va prendre une décision importante dans ce livre qui va avoir des répercussions sur son avenir. Et c'était important de le raconter. Justement, d'avenir, quid du prochain tome? Quel sera son principal thème? Écoutez, Le Premier Été, Nous étions une île sont en fait les débuts d'une saga familiale marocaine. Les personnages qu'on voit dans les deux livres, notamment les jeunes personnages, eh bien, se dirigent vers leur avenir. Et je suis curieuse de savoir où ça va les mener, qu'est-ce que la vie leur prépare, quels adultes ils vont devenir, et surtout quelles sont les répercussions et les conséquences des décisions qu'ils ont prises jeunes sur leur futur. Et je pense que tout ça, eh bien, on le retrouvera dans le prochain tome, Inch'Allah. Et votre lectorat est tout aussi impatient de découvrir les prochaines péripéties. Je vous remercie, Nour Iken, pour nous avoir livré avec tant de justesse et d'émotion ce récit générationnel. Merci. Merci à vous. Il est temps pour nous de refermer cette parenthèse littéraire qui signe la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous sur Al-Oula.